Alors Pascal, bonjour. Bonjour. Tu es monsieur batterie chez Atlantic Batterie à Saint-Herblain. On va parler aujourd'hui de régénération de batterie et puis de batterie en général. Alors je t'ai préparé une petite liste de questions, on va essayer de la suivre. Mhm. Et puis tu vas pouvoir nous donner ton avis sur les différents sujets. Je vais me présenter peut-être de façon un petit peu Oui. plus détaillée. C'est ça. D'abord, la société Atlantic Batterie que je représente ici, c'est une société implantée dans l'ouest de la France, Bretagne, Pays de Loire. On a un certain nombre d'agences situées entre Angers, Lorient, Rennes, Nantes, Saint-Nazaire, etc. Notre société est principalement orientée vente de produits, vente de batteries, donc les batteries de démarrage, batteries de traction, avec la représentation de deux fabricants majeurs, Varta pour les batteries de démarrage principalement et Enersys pour les batteries industrielles, les batteries de traction. Moi, je suis dans un secteur un petit peu particulier avec Atlantic Batterie, c'est que sur l'agence de Saint-Herblain où je suis, on fait surtout du travail technique pour des batteries industrielles. On régénère des batteries, on monte des batteries, on installe, on fait de l'intervention technique, du diagnostic, de la réparation, etc. Donc tu es le bon interlocuteur. Donc je pense être le bon interlocuteur. Après, c'est l'analyse de mes explications qui le diront ou pas. Oui. La régénération, il n'y a pas que Atlantic Batterie qui le fait, c'est quelque chose qui se fait un peu partout. De la régénération, effectivement, on peut en faire un petit peu partout. C'est un métier ou un terme qui a été un peu galvaudé à une certaine époque, qui ne s'est pas fait qu'une bonne réputation parce que beaucoup de gens se sont mis à faire de la régénération dans des conditions pas toujours satisfaisantes. Donc aujourd'hui, ceux qui continuent à en faire, en fait, sont des spécialistes batteries, les fabricants de batteries, même s'ils ne le disent pas, en font, Ouais. et tous les gens qui font vraiment du travail technique sur les batteries. Donc aujourd'hui, toi tu fais de la régénération. Donc moi, de la régénération, depuis plusieurs années. j'en fais depuis une bonne dizaine d'années. J'ai commencé l'activité en tant qu'indépendant dans un réseau de franchise qui a vite disparu, et puis quelques années après, on s'est rapproché avec Atlantic Batterie. Moi faisant surtout un travail technique, eux faisant surtout un travail de vente, on a trouvé la complémentarité de nos activités. Je pense qu'avant de parler de régénération, avant de chercher à expliquer à quoi correspond la régénération, je pense que c'est important d'expliquer ce que c'est qu'une batterie, comment fonctionne une batterie, et ça va permettre, je pense, de un peu mieux comprendre le processus ensuite. Donc une batterie, je vais parler exclusivement de batterie au plomb, parce que ce sont les batteries sur lesquelles on travaille, et c'est la technologie que nous on maîtrise. Après, il y a des transpositions qui se font par rapport à tous les autres types de batteries, mais qu'on ne va pas aborder là, que ça soit par soit méconnaissance ou soit des choses importantes qui sont différentes. Donc on va se concentrer sur les batteries au plomb. Une batterie au plomb, comment ça fonctionne? Une batterie est composée de plaques de plomb, de plaques positives, de plaques négatives, qui sont en plomb avec des compositions chimiques un petit peu différentes entre les deux plaques, et tout ça, ça baigne dans de l'acide. Pour créer de l'électricité, de l'énergie, on va libérer des électrons. C'est ça qui permet d'alimenter une ampoule, un moteur, etc. C'est l'électricité à proprement parler. Et le fait de libérer des électrons crée une réaction chimique à l'intérieur de la batterie et fait que les plaques de plomb se transforment, partiellement au moins, en sulfate de plomb, avec l'acide qui lui-même se transforme en eau et crée cette composition chimique entre les deux qui est du sulfate de plomb. Donc quand une batterie se décharge et produit de l'électricité, elle crée du sulfate de plomb, et quand elle se recharge, c'est-à-dire qu'on réinjecte de l'énergie à l'intérieur de la batterie, on va détruire le sulfate de plomb, donc on va rendre à la batterie sa composante d'origine, c'est-à-dire des plaques de plomb d'un côté et de l'acide sulfurique dilué de l'autre. Ouais. Le fonctionnement d'une batterie avec ses cycles de charge et de recharge, c'est un mouvement perpétuel, c'est-à-dire qu'on décharge, on crée une réaction chimique, on crée un composant chimique, et quand on recharge, on remet les batteries dans leur composition chimique d'origine. C'est un mouvement presque perpétuel parce qu'au fur et à mesure, au fil du temps, les plaques de plomb s'usent, le plomb se désagrège, se dissout et se retrouve dans le fond et ne devient plus efficace du tout. Ouais. Voilà. Donc la durée de vie d'une batterie s'évalue en fonction justement de cette perte qui va arriver petit à petit. Et puis au fil du temps, une batterie va perdre de la capacité ou va perdre de la puissance pour une batterie de démarrage jusqu'à arriver à un point où elle sera arrivée à une autonomie trop insuffisante et où les plaques de plomb seront devenues trop faibles et finiront par lâcher. Ou détruites. Oui. Ou détruites, voilà.
Voilà. L'usage de la batterie ne sera plus assuré. Voilà, exactement. Donc le principe du fonctionnement d'une batterie, c'est ça, hein, c'est une durée de vie limitée avec une dégradation petit à petit. Pourquoi ensuite on va parler de régénération et pourquoi on peut avoir un intérêt à faire de la régénération? Parce que on a rarement une utilisation optimale des batteries. On a rarement des cycles de décharge qui sont faits dans les conditions satisfaisantes et des cycles de recharge qui sont faits également dans des conditions satisfaisantes. Donc dès que la batterie va être un petit peu maltraitée, hein, c'est-à-dire avec un chargeur qui n'est pas très performant, des cycles de décharge trop profonds, des cycles de charge qui sont incomplets ou mal faits, un stockage trop long de la batterie qui fait qu'on a de l'autodécharge et de la sulfatation, toutes ces conditions-là font qu'en fait, au final, beaucoup de batteries n'atteignent pas leur durée de vie prévue. Ouais. Donc leur durée optimale. Leur durée de vie optimale. Donc une durée de vie se donne en règle générale en nombre de cycles, c'est-à-dire qu'un cycle c'est un cycle de charge plus une décharge de la batterie. En fonction de la profondeur de décharge de batterie, le nombre de cycles possibles va être plus ou moins long. Si je prends l'exemple d'une batterie de traction, une vraie batterie industrielle pour le matériel de manutention, ces batteries sont prévues pour faire 1200 cycles d'utilisation à 80% de décharge. Donc, selon les conditions d'utilisation, il va s'avérer que bien souvent, la batterie, elle a fait la moitié de son temps ou la moitié de ses cycles, et puis finalement, elle est plus capable de répondre aux besoins qui lui a été demandé. Le problème principal étant qu'elle ait une sulfatation excessive, c'est-à-dire que le cycle de recharge n'a pas réussi à compenser tout l'amalgame chimique qui a été créé pendant la décharge. Et donc au fur et à mesure de ces cycles qui ont été faits dans des conditions pas idéales ou d'un stockage prolongé, on va avoir une perte d'autonomie de la batterie, et cette perte à un moment donné risque de devenir rédhibitoire, trop importante, et on pourra problématique pour l'usage. Voilà. Et donc, c'est dans ce type de conditions, et uniquement dans ce type de conditions, qu'on peut parler de régénération de batterie. Ouais. C'est-à-dire qu'on va utiliser un certain nombre de moyens, de procédés, qui vont permettre à la batterie de retrouver sa capacité intrinsèque, celle qu'elle devrait avoir si elle avait fonctionné dans les conditions idéales. Sur une installation autonome, par exemple, où les gens sont habitués à consommer de façon continue toujours la même chose, et le jour où les batteries ont perdu de leur capacité, ce qui arrive forcément, ils vont pas nécessairement consommer moins, et voilà, ça va arriver, effectivement. Il faut qu'ils s'adaptent. Ouais. Donc à un moment donné, on ne peut plus s'adapter. On a le choix entre changer la batterie. Oui, on a le choix entre changer la batterie ou, après analyse et réflexion, de régénérer ou de tenter de la régénérer. Ça passe par un diagnostic. Voilà, ça passe par un diagnostic. Le meilleur diagnostic, en fait, serait de savoir quel est l'âge de la batterie, dans quelles conditions elle a fonctionné. Est-ce qu'elle a perdu de sa capacité parce qu'elle a fait ses cycles et parce qu'elle est usée et parce qu'elle est arrivée au bout du rouleau? Ouais. Dans ce cas-là, il y a peu d'intérêt à tenter de la régénérer parce qu'on ne va pas retrouver une capacité qui a disparu. Si cette batterie n'a fait que 50% de l'utilisation théorique qu'elle aurait dû avoir, on va essayer de retrouver les 50% qu'elle a perdu. Oui, c'est ça. Voilà un petit peu, si elle a vraiment été abîmée par son nombre de cycles, elle est au bout du rouleau tout court. Ouais. Il n'y a pas de magie. En résumé, la régénération d'une batterie, ça correspond uniquement à une remise en ordre de quelque chose qui aurait été mal fait, mais en aucun cas, ça ne veut dire, à proprement parler, donner une seconde, une troisième ou une quatrième vie à la batterie. Une batterie qui est usée, elle est usée et on n'en fera jamais rien de nouveau, quoi qu'on fasse, même si on la démonte, qu'on nettoie les plaques, qu'on fasse tout ce qu'on veut. Le plomb qui a été usé à l'intérieur de la batterie, il est usé et il est mort. Donc ça répond à une des questions. Une batterie morte, c'est une batterie morte. On la fait pas ressusciter. On ne fait pas ressusciter une batterie qui est usée, qui est morte. D'accord, donc on fait que récupérer ce qu'on n'aurait pas dû perdre. Exactement, ce sont les bons mots, je pense. On ne fait que récupérer ce qu'on n'aurait pas dû perdre. C'est qu'en fait, tout le sulfate de plomb qui s'est créé de façon excessive et qui n'a pas réussi à se dissoudre pendant la recharge, on va faire en sorte, par le procédé de régénération, de l'éradiquer et de redonner les bonnes caractéristiques chimiques de la batterie. Par éradiquer, il ne disparaît pas. Alors, il disparaît. Il est redissous. Il est redissous complètement ou partiellement.
Donc ce qui se passe concrètement et physiquement quand une batterie est trop sulfatée et a besoin d'être régénérée, c'est qu'en fait on n'a pas la bonne adéquation entre la tension de la batterie et la chimie qui est à l'intérieur, c'est-à-dire l'acidité, le taux d'acidité de l'acide sulfurique. Pour voir si une batterie pourrait mériter d'être régénérée, il suffit de contrôler ses tensions en fin de charge et de contrôler la densité de l'acide en fin de charge. Si la densité de l'acide est trop faible, c'est qu'on a perdu de cette acidité, sauf à avoir renversé la batterie et avoir fait tomber de l'acide. Ouais. Sinon, c'est que cette acidité, en fait, elle s'est perdue à l'intérieur de la batterie et on doit donc pouvoir la retrouver. Ça peut permettre de répondre à une autre question, où moi on me demande souvent, est-ce qu'on peut rajouter de l'acide dans une batterie ou est-ce qu'on rajoute des produits autre chose que de l'eau ? Alors, on peut rajouter de l'acide dans une batterie, nous on le fait, tout en sachant que dans la théorie, on ne doit pas le faire. L'acide qui se transforme en eau pendant la décharge se retransforme en acide pendant la recharge et on arrive à retrouver le même taux d'acidité. Quand une batterie a une sulfatation excessive, il est fréquent qu'on n'arrive pas à retrouver ce niveau d'acidité. Et dans ce cas-là, effectivement, on va remplacer l'acide peu concentré ou ce qui s'est transformé en eau par de l'acide plus concentré pour forcer le processus de régénération, pour retrouver cette acidité et ce niveau d'échange chimique avec les plaques de bois. Donc c'est dans le cadre où l'acide est piégé dans la batterie, qui n'est plus utile, mais pas du tout dans le cadre où l'évaporation aurait fait perdre de l'acidité. Alors l'évaporation, dans la théorie, ne fait pas perdre d'acidité. Normalement non, parce qu'on me demande régulièrement, voilà. Est-ce que je peux rajouter de l'acide parce que j'ai plein d'eau partout, ça vole. Je dis non, normalement on rajoute que de l'eau. Alors, il s'en va sans doute un petit peu de composants chimiques, surtout quand on fait des cycles de charge un peu trop violents, oui. un peu trop violents et que voilà, les bouchons sont ouverts et qu'il n'y a pas que de l'hydrogène et de l'oxygène qui s'en vont. Il y a un petit peu d'acide, mais c'est très très minime. C'est pas ça qui représente une part importante de perte d'acide. Oui, puis il y a peut-être une tolérance parce que je sais que dans la plupart des batteries, c'est entre 31 et 38% d'acide sulfurique. C'est vrai que si on en rajoute un petit peu, si on en rajoute que un petit peu, a priori, ça pose pas de problème, mais l'idée que c'est si on en rajoute dans un élément, on devrait en rajouter dans les autres aussi. Tout à fait, oui. Il faudrait vraiment équilibrer le mesurer. Il faut l'équilibrer, le mesurer. Donc c'est ce que nous on fait quand on fait de la régénération, c'est qu'on va forcer effectivement ce taux d'acidité, même si dans la théorie on ne devrait pas avoir à le faire, mais on va forcer ce taux d'acidité pour avoir le niveau satisfaisant et faire de l'équilibrage entre les cellules. Il y a X raisons qui font que les cellules ne sont pas toujours bien équilibrées, notamment des mauvais cycles de charge. Et quand une cellule a perdu trop d'acidité comparée à celle d'à côté, eh bien on va forcer son acidité pour la remettre au même niveau et en règle générale, on va retrouver sur cette cellule une capacité qui va être équivalente à l'autre. D'accord. Remettre de l'acide, donc on l'a expliqué, on force un petit peu le processus. Il y a un risque en fait à mettre trop d'acide et à avoir trop d'acidité dans la batterie, c'est que si on a une trop forte concentration d'acide, l'acide va ronger les plaques et donc va faire en sorte qu'elle s'use prématurément. Et une batterie qui a été mal utilisée, qui a été mal rechargée, en fait, c'est une partie de son problème, c'est que l'acide, évidemment, étant plus lourd que l'eau, le taux d'acidité dans le bas de la batterie est plus important que dans le haut, et donc on va avoir des plaques dans le bas qui vont se ronger, et puis dans le haut qui vont pas bien fonctionner parce qu'elles n'ont pas la nature chimique satisfaisante pour que ça se passe. On perd l'usage des deux parties. On perd l'usage en partie des deux parties. Une partie amputée, une partie capacité. Et donc c'est toute l'utilité de faire des cycles de charge qui soient complets, parce qu'une charge de batterie, j'insiste bien une nouvelle fois pour les batteries au plomb principalement, une charge de batterie ça se passe en 2 temps principalement. On a une première phase qu'on appelle en anglais le bulk, qui est la phase où on envoie du courant pleine balle pour recharger la batterie. Et une fois que la batterie a atteint une certaine tension, qui doit être de 2,40 V par élément, là on passe dans ce qu'on appelle la phase d'absorption. Ça fait 14,4. Ça fait 14,4 pour une batterie 12 volts. Ouais. Là, on passe à la phase d'absorption qui fait que naturellement, c'est la réaction chimique, naturellement, la batterie va se mettre à bouillonner à l'intérieur. Ça s'appelle le brassage électrolytique. Ouais. Et donc, on va avoir un équilibrage qui va se faire entre l'acidité du fond de la batterie et l'acidité du haut de la batterie. Les fameuses petites bulles qui éclaboussent. Voilà, exactement. Quand on a le niveau qui est trop haut, quand on a mis trop d'eau, ça déborde. Exactement, c'est ça. On fait bouillir une casserole qui est à rebord.
alors elle fait déborde. bouillir. Alors C'est exactement pareil, sauf que c'est pas chaud. Enfin, qu'on se rassure, c'est pas réellement un bouillonnement parce que c'est pas chaud, ça monte pas à des températures élevées. C'est un dégagement gazeux. On monte rarement au-delà de 50 degrés à l'intérieur de la batterie, mais c'est effectivement un dégagement gazeux et qui fait que artificiellement le niveau d'acide à l'intérieur, le niveau d'électrolyte, prend du volume supplémentaire et remonte. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres produits, d'autres additifs dans les batteries? Est-ce que vous le faites? Est-ce qu'on peut le faire? Alors il y a peut-être différentes écoles pour ça. Moi, je l'ai expérimenté un petit peu dans les débuts. Il y avait une poudre de perlimpinpin, je l'appelle comme ça, qu'on pouvait mettre dans les batteries et qui, soi-disant, pouvait redonner du boost. D'ailleurs, on l'appelait boost batterie. J'ai jamais beaucoup cru à ça. J'y ai encore moins cru quand j'en ai fait l'expérience. C'est-à-dire qu'on utilisait un produit relativement cher qui, au final, ne m'a pas apporté la démonstration qu'il nous faisait gagner quelque chose. C'était peut-être destiné à être utilisé sans les appareils de régénération pour que ce soit uniquement chimique. Si, c'était destiné aux appareils de régénération. Je pense que c'était destiné aussi à faire un petit peu de chiffre d'affaires. Ouais. Donc voilà, moi mon expérience sur le sujet n'est pas probante. Je ne vais pas dire qu'il n'existe pas un produit miraculeux et que ça ne marche pas. J'ai tendance à ne pas trop y croire parce que réellement, ce qui fait qu'une batterie va bien fonctionner, c'est qu'elle a réellement ses propriétés chimiques. Oui. Les propriétés chimiques des produits qu'on a mis dedans, qui ont été produits, qui ont été évalués sur des connaissances techniques, et donc le fait de rajouter d'autres composants chimiques à l'intérieur de la batterie, à mon sens, pour des raisons de bon sens, en tout cas, me font penser que on va peut-être amener quelque chose par certains côtés, mais qu'on va peut-être aussi dégrader par d'autres côtés. Si on le fait, il faudrait faire des analyses de chaque batterie pour savoir ce qu'il faut leur apporter, mais là, c'est encore autre chose. Oui, c'est ça. C'est encore un autre métier. C'est ça. Et franchement, je pense que ça ne me semble pas présenter un vrai intérêt. Dans quel but on régénère les batteries ? Le but de régénérer une batterie, on va dire que le but premier et le plus simple, c'est de faire des économies. C'est-à-dire que plutôt que de mettre une batterie neuve, on va faire régénérer sa batterie. Et il y a un certain nombre de cas dans des utilisations plus ou moins intensives où on va, plutôt que de mettre une batterie neuve à un coût réduit, on va retrouver la pleine capacité de sa batterie et on va pouvoir continuer à fonctionner pendant des années comme ça. Donc ça, c'est le but premier. Donc qu'est-ce qu'on va trouver comme exemple de régénération d'une batterie? Un client qui a une batterie qui n'est pas très vieille et puis qui se rend compte que ça donne pas le service complet, va pas nécessairement vouloir investir sur un chariot élévateur. Une batterie, ça vaut entre 1000 et 5000 euros, va pas vouloir investir dans le prix d'une batterie compte tenu de l'âge de son chariot, et donc il y a un certain nombre de cas d'utilisation où on a une entière satisfaction et on va se retrouver à peu près à 30-40% du prix d'une batterie neuve. Le coût de la régénération, en règle générale, entre 30 et 50% de la batterie neuve. Oui, voilà, ouais, c'est le coût qui paraît raisonnable de ne pas dépasser. À titre d'exemple, on pourrait imaginer une entreprise qui reconditionne du matériel électrique, du genre chariot élévateur, matériel de nettoyage, et qui revend ce matériel-là d'occasion. Il a 3 solutions qui s'offrent à lui. La solution de mettre une batterie neuve, et dans ce cas-là, il part il dort sur ses 2 oreilles, il a quelque chose qui va bien marcher et qui va être garanti. Par contre, le coût est relativement élevé par rapport à la valeur de l'engin, ça peut représenter une part extrêmement importante. Ouais. La deuxième solution, c'est de laisser la batterie qu'il y avait sur l'engin au départ, mais avec un risque important. En fait, on joue au poker. Il y a des chances pour que le client très rapidement soit mécontent d'une autonomie qui ne soit pas satisfaisante, compte tenu qu'on n'aura pas testé et évalué la batterie. Et puis la troisième solution, c'est de mettre une batterie d'occasion, régénérée, qui a été testée et validée. Et là, on dort sur nos 2 oreilles. On a une batterie dont on a une garantie absolue à l'instant T de son état. Et puis, nous, sur les batteries régénérées, on offre une garantie, même si la garantie, on a très peu à la faire valoir parce qu'on est assez sûr du produit qu'on libère. Mais ça donne une assurance pour le client qu'il a une batterie donc, qui lui a coûté entre 30 et 50% de sa valeur neuve et sur lesquelles il a une garantie que ça va lui rendre de bons services. Là, il y a peut-être encore 2 cas. Il y a la fois où tu as la batterie en stock
déjà régénérée que tu peux mettre à la place de la batterie d'occasion récupérée, auquel cas tu lui rembourses la valeur au plomb, ou alors la personne a le temps et tu peux prendre le temps de diagnostiquer et de régénérer sa batterie. La situation idéale, effectivement, c'est d'avoir une batterie disponible qui correspond aux besoins du client, qui a déjà été testé et évalué. On gagne à différents niveaux, on gagne en temps, on gagne en logistique, on perd un peu moins d'énergie. Et puis ça nous laisse le temps après, une fois qu'on a repris la batterie du client, de la travailler et puis de la remettre dans le circuit. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas parce que on ne peut pas se permettre de stocker des batteries de façon importante. D'abord, on n'a pas nécessairement la matière première. Et puis stocker une batterie sur étagère, c'est quelque chose d'assez compliqué. Une batterie neuve se fait de l'autodécharge, se décharge au bout d'un certain temps. Une batterie régénérée, c'est-à-dire qu'une batterie qui a déjà travaillé, dont les plaques de plomb ont déjà une certaine usure, elle va se décharger et se sulfater encore plus vite. Donc on ne peut pas garder sur des temps extrêmement longs des batteries en attente de faire de l'échange standard avec nos clients. Et c'est là que j'interviens à plusieurs reprises pour trouver de la clientèle pour ces batteries. Parce qu'elles n'ont pas d'usage. Donc là, effectivement, le travail qu'on fait avec Guillaume, qui est un partenariat, je pense qu'on peut le dire comme ça, de longue date, c'est que Guillaume déjà est pas très exigeant sur le format de la batterie. Quand c'est sur une installation autonome, une batterie qu'on va mettre dans un véhicule, dans une pièce, on peut avoir des formats, des tailles de batterie différentes, et on va beaucoup plus facilement s'accommoder que dans un chariot élévateur où on a un emplacement réduit et qu'on doit absolument respecter cet emplacement-là. C'est pas très dur de mettre 2 tonnes sur le sol de batterie. Si elles ont été régénérées et qu'elles ont plus de 70 ou 80% de leur capacité, on peut surdimensionner un petit peu, prendre une batterie un peu plus grosse, alors que dans un chariot élévateur, il faut forcément que ça passe dans le coffre, que ça ne dépasse pas le poids et que ça respecte l'autonomie souhaitée. Exactement. On doit respecter des règles beaucoup plus strictes, on doit remettre à l'équivalence. C'est ça. En termes de poids, en termes de taille et en termes de capacité. Du coup, il faut trouver un deuxième usage pour ces batteries. Donc, soit retourner sur du chariot élévateur à usage plus modeste. Donc, par exemple, des artisans qui ont besoin de temps en temps de déplacer une palette. Soit, justement, trouver un autre usage qui n'a rien à voir. C'est le cas. Et alors, si ces batteries ne sont pas régénérables, on les met au déchet. Alors si une batterie n'est pas régénérable, on la met au déchet. On a parlé tout à l'heure du coût des batteries, on peut faire aussi le lien avec, alors quand on parle du coût du batterie, c'est-à-dire de combien doit ou peut se vendre une batterie régénérée. C'est un peu difficile de parler du coût à proprement parler, c'est-à-dire du coût que la régénération nous induit en atelier, parce que on n'a pas de certitude quand une batterie arrive en fait pour être régénérée, on n'a aucune certitude pour savoir si on va réussir à obtenir un résultat satisfaisant ou pas. Donc on joue, alors je ne veux pas dire qu'on joue au poker, parce qu'avec avec l'expérience, avec l'habitude, on arrive quand même à peu près à savoir au départ, avant de se lancer dans beaucoup de travail, à quel résultat on va arriver. On va tenir compte des informations qu'on connaît sur l'utilisation de la batterie, on va partir de son état et du résultat qu'on va avoir au premier test, mais on n'est pas à l'abri, et ça arrive de temps en temps, qu'une batterie qu'on pensait pouvoir revenir à un très bon niveau, finalement n'y arrive pas du tout. Et on n'est pas à l'abri en fait d'avoir une batterie pour lesquelles tous les signaux étaient au vert, qu'on pensait pouvoir avoir un très bon résultat, et puis qu'au final, pour une raison qu'on ne comprend pas des fois, on plafonne au niveau capacité et on n'arrive pas à avoir quelque chose qui soit satisfaisant et qui puisse nous permettre de garantir un état de fonctionnement durable. Et puis il arrive aussi des fois où, c'est peut-être un petit peu moins fréquent, qu'on a des batteries qui arrivent dans un état déplorable, où on se dit c'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit parce que la batterie a été maltraitée, elle est dégueulasse, elle est sulfatée, elle est en mauvais état, et puis finalement on a d'excellentes surprises d'une batterie qui est partie d'un niveau très très bas et qui arrive à un niveau très très haut. Donc on n'a pas de garantie absolue, même si on sait quand même à peu près où on met les pieds, mais c'est vrai qu'il arrive que certaines batteries soient très faciles à régénérer et nous coûtent peu d'argent, et puis d'autres
amène à un résultat, mais moyennant un certain nombre de cycles, du retitrage à plusieurs reprises pour retrouver l'acidité, et là nous demande beaucoup plus de temps. Il y a des batteries qui sont bien utilisées, qui arrivent avec des problèmes de capacité, mais qui sont parfaitement égalisées et fonctionnelles. Ouais. Et il y en a d'autres qui arrivent complètement en vrac, déséquilibrés, avec des capacités inconnues, des états inconnus. Et là, c'est un peu... faut jouer un petit peu des compétences pour réussir à relever le défi et sauvegarder une partie ou tout du parc batterie. Parce que lorsqu'on a une batterie qui est composée de plusieurs éléments, parfois... on en sauve une partie où on peut changer un élément défectueux. Oui, ça arrive. Alors, un élément défectueux, on change. Quand on a plus qu'un élément défectueux sur la batterie, il faut flairer l'arnaque, entre guillemets, j'allais dire. C'est qu'un élément qui est défaillant, ça arrive. On remplace cet élément-là et puis la batterie, elle repart. Si on a pu tester le reste de la batterie et qu'il est en bon état, on ne prend pas de risque. Quand on a plusieurs éléments sur une même batterie qui sont HS et qui ne veulent plus rien savoir, on peut imaginer que c'est le précurseur en fait de l'ensemble de la batterie qui est en train de rendre l'âme, et même si on a des résultats qui sont pas trop mauvais, on a quand même un petit peu de crainte, et en général nous on prend pas le risque de libérer une batterie sur lesquelles on n'a pas l'assurance que dans le temps ça va tenir. D'autant que la régénération, enfin l'acte de la régénération nécessite l'usage de plusieurs cycles batterie et de secouer un peu la batterie. Oui. Donc s'il y a déjà quelques éléments qui flanchent, les autres vont certainement suivre. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'acte de régénération à proprement parler, on n'est pas encore rentré dans le détail. Le principe de la régénération, en fait, c'est de faire des cycles de charge sur la batterie qui sont extrêmement longs, qui font monter la batterie à un niveau de tension très important. Alors on se rassure, on met des courants qui sont relativement faibles, donc la batterie on lui fait pas de mal, mais le principe c'est d'avoir des cycles qui soient le plus long possible pour aller jusqu'au bout des choses sur la recharge en fait de cette batterie là. Et donc on va faire un certain nombre de cycles qui vont durer entre 2, 3 jours, 4 jours, des fois on fait des cycles qui durent plus d'une semaine, et on va à chaque fois faire un test de capacité de la batterie sur des bandes décharge, et puis on va recontrôler l'acidité pour voir s'il est utile ou pas de refaire un retitrage. Ouais. Et donc cette succession de cycles peut prendre 2 semaines, 3 semaines, ça peut être relativement long. On fait un cycle de décharge qui est assez violent entre guillemets pour la batterie, c'est-à-dire qu'on la décharge pratiquement dans son intégralité, ce qui en théorie ne devrait pas se faire, pas dans des conditions d'utilisation standard, mais c'est aussi le moyen pour nous de nous assurer que on va bien au bout des choses et puis qu'on détecte une défaillance qui serait à la limite de se passer. Oui. D'ailleurs, vous faites une décharge sur 5 heures? Alors on fait des cycles de décharge sur 5 heures. C'est plus pratique pour le temps de travail, pour l'usage, mais c'est vrai que la plupart des batteries, je ne sais pas les batteries de charge élévateur, mais les batteries un peu plus décharge lente, quand on les décharge en 5 heures, c'est rare pour elles. Ouais. Donc une batterie qui est déjà bien vieillotte, c'est l'occasion de voir qu'elle marche plus. C'est l'occasion de voir qu'elle marche plus, ou c'est l'occasion de voir qu'effectivement elle marche bien dans un cycle de décharge un peu intensif sur 5 heures. Quand on va remettre cette batterie-là sur une utilisation où on va avoir des taux de décharge beaucoup plus faibles, où on va beaucoup moins tirer sur la batterie, on est sûr que ça va bien marcher. On est sûr que ça va bien marcher. Ouais. Ça arrive, alors entre nous ça arrive, peut-être avec d'autres clients aussi, quand il y a 3 semaines de régénération sur une batterie et que c'est sur une installation autonome ou alors que c'est sur un équipement qui a besoin de tourner, parfois il y a un prêt ou une location de batterie si vraiment il y en a en stock, et s'il n'y a pas le choix. Ouais. S'il n'y a pas le choix, enfin, c'est même pas s'il n'y a pas le choix, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des solutions ad hoc pour nos clients. À chaque problématique, sa solution. Alors, je ne veux pas dire qu'on a des solutions pour tout. Un artisan qui a 2 chariots élévateurs, il peut en utiliser qu'un pendant un moment. Voilà, il peut en utiliser qu'un. Par contre, si quelqu'un, par exemple, sur une installation autonome, je pense que là, c'est plutôt le cas est plus est un peu plus marqué. Si c'est une installation qui est vraiment autonome, le gars il a un parc batterie dont il peut pas se défaire pendant les 2 ou 3 semaines pendant lesquelles on va régénérer les batteries. Là effectivement on va trouver une solution de prêt qui va permettre pendant ce temps-là à ce que le client ne soit pas en panne.
D'accord. Donc là, on va arriver en fait effectivement aux critères de résultat d'une régénération. Quand est-ce qu'on a obtenu satisfaction? Quels sont les critères qui nous permettent de dire qu'une batterie a passé la régénération avec succès? Donc il y a une règle qui existe, que c'est pas nous qui avons inventé, c'est qu'une batterie, elle est considérée comme étant pleinement opérationnelle quand elle a au moins 80% de sa capacité nominale. Oui. Donc c'est vrai pour une batterie de démarrage. Alors, une batterie de démarrage, on parle plus en puissance, le nombre d'ampères en puissance instantanée qu'elle est capable de délivrer. Tant que la batterie a plus de 80%, est capable de délivrer plus de 80% de sa puissance initiale, ça veut dire qu'elle est considérée comme bonne et opérationnelle. Ça fait partie de la marge qui reste satisfaisante pour pouvoir actionner le démarreur par tout temps. Pour une batterie de traction ou une batterie à décharge lente ou pour une installation autonome, le principe il est un petit peu le même. C'est que tant qu'on a encore 80% de la capacité de la batterie, on rentre dans des critères qui font qu'on va avoir l'autonomie suffisante. Donc ça c'est la première explication à ce taux de 80%. La deuxième explication, c'est que quand la batterie passe en dessous des 80%, en fait on considère qu'on arrive à un taux d'usure qui commence à être assez important et que la batterie risque de se dégrader relativement vite derrière. On sait par expérience que si on a une autonomie suffisante jusqu'à 60% de sa capacité, la batterie elle reste opérationnelle et elle reste viable pour un temps donné. Mais le taux de 80%, c'est celui qu'on s'impose en fait comme étant le taux minimum pour lequel on doit accepter la batterie régénérée pour que le client ait l'autonomie satisfaisante et pour qu'on ait une garantie dans le temps aussi. Ouais. Il ne s'agit pas d'avoir une batterie qui donne satisfaction au client à l'instant T, mais que quelques mois après, ils viennent à rendre l'âme. Personne n'aurait intérêt à ça. Quand tu parles de garantie dans le temps, il y a deux types de garanties. Il y a le fait qu'on a confiance en la régénération, oui, qui a été fait avec des critères stricts, qui fait que ça nous donne à nous la garantie que le travail a été bien fait, ouais. Et après, vous, commercialement, vous avez une garantie de quelques mois. En règle générale, la garantie qu'on fait sur une régénération, une batterie qu'on a réellement validée comme étant régénérée et opérationnelle, la garantie, elle est d'1 an. Donc en fait, on va faire la même garantie sur une batterie régénérée que dans certains cas sur une batterie neuve. Et d'ailleurs, on a tout autant confiance dans la qualité d'une batterie régénérée parce qu'on sait que c'est une batterie qui a déjà travaillé, donc qui n'a pas de défaillance à proprement parler. Et comme on l'a testé et qu'on s'est assuré de sa viabilité, on peut partir vraiment tranquille parce que on n'est pas à l'abri qu'il y ait une défaillance à un moment donné sur un élément, comme ça arrive sur des batteries neuves. Mais on est assez tranquille en fait. Ça vous arrive souvent d'avoir des échecs en régénération? T'as vu, j'oriente ça à échec, mais par rapport au taux de réussite de la régénération. Alors il y a deux choses deux plans sur lesquels on peut discuter à ce niveau-là. C'est la réussite de la régénération en atelier. Ouais. Là, je dirais que je vais parler pour ce qui nous concerne nous. On a un taux de réussite qui est relativement élevé. On a, je sais pas, peut-être 80% des batteries qu'on prend en régénération et sur lesquelles on va réussir à faire quelque chose et on va réussir à les remettre dans le circuit. D'accord, en ayant déjà éliminé une partie des batteries qui étaient clairement pas régénérables. Tout simplement parce qu'on a notre expérience qui fait qu'au premier test, on flaire déjà des choses et qu'on est très sélectif à l'entrée. C'est ça. Qu'on va pas ramasser toutes les batteries qui traînent dans les fossés parce que là effectivement on aurait un taux qui serait ridicule. Pour exemple, dans les tout débuts on a travaillé un petit peu sur la régénération de batteries de démarrage. Quand on prend un bac de vieilles batteries de démarrage considérées comme usagées, si on a 10% de taux de réussite, c'est bien tout. C'est des batteries en fait qui n'étaient pas destinées à être mises au bac qu'on récupère. Parce qu'une batterie de démarrage, une batterie qui a vécu pendant 5 ans ou 7 ans ou 8 ans sur une voiture, elle est morte. Elle est usée, elle est morte. C'est sa durée de vie. Exactement. Donc ça c'est le premier critère. On a des taux de réussite qui sont très bons parce que on est très sélectif en entrée sur à la fois l'état des batteries qui nous arrivent et sur à la fois le type de batterie qui nous arrive, et ça on pourra en parler aussi de la qualité des batteries. Le deuxième aspect sur le taux de réussite, c'est le taux de réussite en clientèle.
Est-ce que les batteries qui ont été régénérées et qu'on a remis dans le circuit auprès de nos clients donnent un bon taux de réussite? Là, je vais dire qu'on est à pratiquement à 100%. On a eu effectivement sur les 10 années où je fais de la régénération de batterie, il est peut-être arrivé 2 ou 3 cas où on a eu des petites défaillances, mais c'est le maximum. Donc on est quasiment à 100% de satisfaction, enfin je l'espère en tout cas, hein. Tous les clients sont peut-être pas venus se plaindre, mais on a un taux de satisfaction de notre prestation qui est très très bon. D'accord. Combien de fois peut-on régénérer une batterie? Alors ça, c'est une question qui est très ouverte. On pourrait répondre à un chiffre. Qui est très ouverte, mais à laquelle il n'y a pas réellement de réponse, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des batteries dans de mauvaises conditions, et dans de telles mauvaises conditions, vous allez me la ramener tous les 6 mois pour la faire régénérer, et tous les 6 mois, je vais la régénérer, et on va pouvoir faire ça pendant 10 ans. Tout dépend vraiment des conditions dans lesquelles ont été utilisées la batterie. Ça rattrape une autre question qui dit une batterie mal entretenue est-elle régénérable? Alors justement, oui. Justement, oui. C'est les batteries mal entretenues qui sont les plus facilement régénérables. Ouais. On peut imaginer que à chaque fois que vous utilisez votre golfette, par exemple, hein, je prends une golfette à titre d'exemple parce que je pense que ça arrive pas mal dans ce genre de cas, vous l'utilisez jusqu'à ce que la batterie n'en puisse plus, que le véhicule ne puisse plus rouler. Donc là, vous faites énormément de mal aux batteries parce qu'il ne faut surtout pas décharger profondément les batteries. Hein. C'est un des facteurs qui font qu'on les use prématurément. Si à chaque fois que vous faites une décharge profonde, votre chargeur n'est plus capable de recharger la batterie, à chaque fois vous allez lui mettre un coup dans son autonomie, à chaque cycle de recharge, par exemple, on pourrait imaginer faire une régénération parce qu'on a mal fonctionné. Ouais. À l'opposé, quelqu'un qui utilise très bien ses batteries, qui a un usage parfait, et qui au bout de 10 ans souhaite régénérer ses batteries, on lui dit quoi? On lui dit non, elles sont à la fin de votre vie. On lui dit exactement ça. On lui dit vous avez très bien utilisé vos batteries. On lui dit effectivement que le chargeur fonctionne dans des conditions idéales, les batteries ont été utilisées dans des conditions idéales, on les a pas trop profondément déchargées, on les a rechargées en temps et en heure et sur des cycles complets. Quand on fait un contrôle de la tension et de l'acidité des batteries, on se rend compte qu'on est à un état hyper satisfaisant. Donc en apparence, les batteries sont dans un très bon état, mais dans la réalité des choses, elles ont perdu leur capacité, elles sont usées, donc il n'est pas utile de vouloir leur redonner une autonomie supplémentaire. On va certainement gagner un petit quelque chose, mais rien de significatif qui en vaille la peine. Et donc du coup, si on veut aussi faire une régénération à titre préventif, c'est-à-dire si on sent qu'il y a une baisse d'autonomie, mais ça pourrait durer encore. Est-ce qu'on anticipe une régénération ou est-ce qu'on attend qu'il y ait une panne? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. En fait, j'aurais tendance à dire que faire une régénération à titre préventif, les deux mots sont incompatibles. Ouais. C'est que si on fait du préventif, c'est qu'on fait en sorte justement d'utiliser nos batteries dans des conditions parfaites et que donc dans ce cas-là, on ne va pas avoir besoin de faire une régénération. Dans ce cas-là, on fait uniquement un diagnostic. On fait uniquement un diagnostic. Le meilleur juge de paix, en fait, qui permet de dire si une batterie est en état satisfaisant, je vais prendre sur l'exemple d'un chariot élévateur, c'est d'utiliser la batterie dans ses conditions normales. Si votre chariot élévateur qui est prévu faire une journée complète de travail, il est capable de faire sa journée complète de travail et que quand on contrôle la batterie après charge, on a une densité d'acide qui est satisfaisante, ça veut dire que la batterie est en bon état et c'est rien à peine de faire de plus. Ok. Est-ce qu'on peut faire cette régénération sur toutes les technologies de batterie? Enfin, en tout cas, toutes les technologies plomb. Oui. Puisqu'on a dit au début qu'on parlait des plombs. Alors, la réponse est intéressant de développer sur... Alors, la réponse est oui. On peut faire de la régénération sur toutes les technologies de batterie, mais il y a des nuances à apporter à plusieurs niveaux. D'abord, sur la qualité de la batterie. Ouais. Je vais prendre un exemple. Dans la manutention et le levage, on a deux types de batteries qui sont utilisées. On a les vraies batteries de traction à plaque de plomb tubulaire, plomb ouvert, sur lesquelles on a des niveaux réguliers à refaire, etc. Et ces batteries-là sont d'une très bonne qualité, c'est-à-dire qu'une batterie qui a été un peu maltraitée, qui a fait des décharges profondes, qui n'est pas trop vieille et qui n'a pas mangé ses cycles, on va sans difficulté réussir à la régénérer
régénérer et à lui redonner sa capacité. Le même type de batteries qui sont ce qu'on appelle les batteries deep cycle, les batteries à décharge, souvent qui sont des batteries de 6 volts, qui sont montées sur les Golfettes, sur beaucoup de nacelles aujourd'hui, les batteries à plaque plane épaisse. Ce même type de batteries-là sont beaucoup plus fragiles et il suffit des fois de quelques cycles d'une mauvaise utilisation pour les rétamer complètement et pour jamais réussir à les régénérer. Ouais. Donc, par exemple, moi je suis très très réticent à prendre en régénération des batteries de ce type-là parce qu'on a des taux de réussite qui sont très mauvais. Et donc on en revient à la question tout à l'heure. Les dernières qu'on a régénérées, c'était celles-là. Les dernières qu'on a régénérées étaient celles-ci, pour un petit véhicule électrique. Effectivement, on a pris le risque de les régénérer et on a bien fait parce qu'on est arrivé à un résultat satisfaisant. Ouais. Mais j'ai à dire que c'est assez exceptionnel pour ce type de batterie-là. Oui. Donc on est très prudent par rapport au niveau, à la qualité des batteries qu'on prend au départ pour être régénérées. Ces batteries-là, on peut les prendre si c'est des batteries qui ne sont pas vieilles, qui n'ont pas beaucoup travaillé, mais qui ont été un petit peu maltraitées. Par contre, une batterie comme ça, qui a 4 ou 5 ans, sauf cas exceptionnel, moi je tente même pas l'essai. Et pour les batteries gel alors donc là on est sur on va dire le niveau de qualité de batterie entre guillemets. Ouais. Ensuite en batterie plomb on a 3 types de batteries qui existent. On a les batteries plomb ouvert, donc où on remet qui sont avec de l'acide liquide. Il y a des batteries plomb ouvert qui n'ont pas de bouchon, qui sont fermées. C'est principalement des batteries à décharge lente et des batteries de démarrage. Donc des batteries faites pour des utilisations peu violentes. Ensuite donc les batteries industrielles entre guillemets ou pour des utilisations assez intensives plomb ouvert. On a ensuite les batteries gel où l'acide en fait qui est à l'intérieur est sous forme de gel. C'est une composition chimique, c'est un gel qui est à l'intérieur des batteries. Donc ce sont des batteries qui sont complètement étanches. Et puis on a une troisième technologie qui est un peu plus récente, qui est la technologie AGM, qui est un peu intermédiaire entre le gel et le plomb ouvert. En fait c'est bien de l'acide liquide qui est à l'intérieur, mais qui est emprisonné dans un genre de papier buvard. Donc c'est ça de la fibre de verre. C'est de la fibre de verre, c'est une fibre, voilà. C'est un matériau. Ça reste dans le matériau. Voilà, c'est un matériau qui permet de retenir l'acide tout en n'agissant pas sur sa chimie. C'est pratique pour les renverser, par exemple. Voilà, c'est pratique pour les renverser. Donc c'est des batteries qui sont étanches, comme les batteries gel. Ces 3 technologies de batterie ont chacune leur particularité. Celle qui reste la référence, c'est les batteries plomb ouvert. Donc quand on peut utiliser les batteries plomb ouvert, le mieux c'est d'utiliser ces batteries-là. C'est celles sur lesquelles on a les meilleurs résultats, qu'on a la meilleure stabilité, qu'on a moins de fragilité. Et on a le plus de mesures aussi, parce qu'on peut mesurer le taux d'acide. Et on a le plus de mesures, ça je vais y venir aussi. Donc les batteries gel et les batteries AGM, elles ont chacune certaines particularités, notamment d'être sans entretien, ce qui présente un gros avantage, mais avec tous les inconvénients qu'il y a derrière. Ces batteries-là, on peut également les régénérer, par contre c'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus délicat d'abord parce qu'on ne peut pas mesurer l'acidité. Et un des critères importants qui nous permet de dire comment la batterie évolue au fur et à mesure de son cycle, c'est l'acidité. Et ça, on ne peut pas le mesurer. Donc ça veut dire qu'on y va un petit peu à l'aveuglette et on a des chances de réussite qui sont bien évidemment beaucoup plus limitées parce qu'on n'aura pas eu la capacité d'être suffisamment sélectif à l'entrée. Mais malgré ça, on a réussi à régénérer des batteries gel avec des très très bons résultats. On a réussi aussi sur des batteries AGM. Les batteries AGM, c'est encore plus délicat à mon sens, ça je le dis par expérience, c'est encore plus délicat que les batteries gel, parce que les batteries AGM, quand elles ont fait de la décharge profonde par exemple, elles supportent beaucoup moins, elles ont beaucoup de mal. Une batterie AGM qui revient et qui a fait une vraie décharge profonde, là c'est coup de poker, on a une chance sur 2. Oui. Mais j'ai eu une réussite assez récente sur des batteries de secours dans un établissement avec des onduleurs, etc., où les batteries ont été laissées pendant 6 mois à l'arrêt, avec l'onduleur qui restait quand même branché dessus, donc une consommation de courant permanente. Au bout de 6 mois, il y avait 0 volts. S'il pouvait y avoir moins que 0, il y aurait eu moins de 0 volts. Et je les ai laissés pendant à peu près 2 semaines sur machine avant qu'elles commencent à retrouver un petit peu de leur existence, on va dire. Et je suis arrivé au final à un très bon résultat, mais j'ai quand même failli abdiquer. Oui.
Ça prend du temps et ça monopolise du matériel. Ça prend du temps, ça monopolise du matériel, donc il y a des moments où on peut se le permettre, il y en a d'autres où c'est un peu plus délicat. Mais bon, dans ce cas-là, le jeu en valait la chandelle parce que le client en avait pour quelques milliers d'euros s'il fallait qu'il remplace ses batteries. Ouais. Comment se déroule une régénération chez vous? Le principe d'une régénération, déjà à l'entrée, on va faire... on a deux façons de prendre en compte la batterie. Si c'est une batterie que nous confie un client pour être régénérée, on commence à lui faire un test. C'est-à-dire qu'on évalue la batterie dans son état où elle est réellement. Ouais. Donc on fait un cycle de charge normal avec un chargeur performant et on fait un cycle de décharge. Ça nous permet déjà de vérifier et de comprendre quel est le problème du client. Si on pourrait prendre l'exemple, une batterie qui après ce cycle de charge et de décharge donne un résultat excellent avec 100% de sa capacité nominale, ben dans ce cas-là on rappelle le client et puis on lui dit c'est pas la batterie qui a un problème, il y a autre chose sur votre engin qui marche pas. Si on arrive à un mauvais résultat, on a la confirmation et la vérification que effectivement le client il pouvait pas se satisfaire de la batterie dans l'état où elle est. Donc ça nous permet déjà de faire un état des lieux et de comprendre ce qui a pu se passer en amont. Et puis ça permet, en contrôlant la tension, la densité, l'homogénéité des éléments, de savoir si on peut espérer arriver à un résultat positif ou pas. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a validé la prolongation du cycle de régénération, on va partir sur un certain nombre de cycles. Donc des cycles qui vont durer plusieurs jours. Avec un régénérateur. Avec un régénérateur. Alors le régénérateur, en fait, c'est un genre de superchargeur qu'on va pouvoir paramétrer comme on va vouloir et qui va faire une charge très lente de la batterie. Et là, on part sur des cycles qui font au moins 72 heures. Oui. Donc on fait un cycle de 72 heures. Pendant ces 72 heures, on surveille la machine, parce qu'ici on travaille avec des machines manuelles, ce qui moi me paraît être le moyen le plus efficace. Il y a des gens qui vendent des machines de régénération où on a une programmation à faire au départ, et puis on revient au bout de 3 jours, et au bout de 3 jours on voit l'état. Moi je pense pas que ça soit très très pertinent, parce qu'il y a plein de critères qu'on doit vérifier, et tout ça, ça doit être le visuel, le feeling, etc. qui doivent faire ça. Il faut checker manuellement un certain nombre de choses que la machine ne fait pas. Voilà, exactement. Donc on met les batteries à travailler pendant un certain nombre de jours avec une certaine intensité de courant, et les machines travaillent toutes seules. Elles envoient le courant qui va avec des hautes fréquences petit à petit faire se détruire ces agrégats de sulfate de plomb qui ne veulent pas partir avec un cycle de charge normal. C'est ça, un bon gros détergent électrique. Voilà, un beau gros détergent électrique. Donc ça va durer pendant au minimum 3 jours. Au bout de 3 jours, on va recontrôler les densités de l'acide, qui est en fait vraiment le principal élément palpable pour savoir comment évolue la batterie. Une fois qu'on va avoir trouvé une densité qui soit satisfaisante, c'est-à-dire au moins égale, voire supérieure à la densité d'acide qu'on avait après le premier cycle, là on va la passer sur un banc de décharge. Donc on va faire un test, nous on fait que des tests à la capacité sur 5 heures, sachant qu'une batterie peut être définie selon plusieurs critères. Sur les batteries de traction en général, on connaît la capacité sur 5 heures et la capacité sur 20 heures. Ouais. Donc on fait un cycle sur 5 heures, comme on l'a dit tout à l'heure, pour d'abord violenter un peu la batterie et la mettre dans des conditions un peu extrêmes. C'est ça qui va nous permettre de voir si vraiment elle est viable. Et puis ensuite, parce que ça permet de gagner du temps, sur une journée, on peut faire le cycle complet, alors que si on faisait un cycle sur 20 heures, on va être obligé de travailler sur 2 jours. Ouais. Voilà, donc une fois qu'on a fait ce cycle-là, on analyse encore systématiquement, après chaque opération, après chaque cycle, on analyse pour voir si la batterie évolue correctement et si elle arrive à un niveau de satisfaction générale qui est très bon, et auquel cas il suffit de la recharger une dernière fois et puis de la préparer pour la rendre au client. Soit on repart pour un autre cycle de régénération où on va éventuellement retitrer, mettre un acide plus costaud, et puis continuer ainsi de suite pendant 2 cycles, 3 cycles, des fois plus. Et puis à un moment donné, il faut arrêter. Et puis à un moment donné, il faut arrêter. Donc comme je disais, dans la majorité des cas, on arrive à un résultat satisfaisant et qui nous permet de libérer la batterie et d'assurer qu'elle soit
dans un état satisfaisant. Et puis il arrive de temps en temps où on a fait 3 ou 4 cycles, ou même 5 cycles de régénération, et puis au bout de ces 5 cycles, on se rend compte que finalement la batterie elle plafonne, elle n'arrive pas à retrouver de sa capacité, et sans doute parce que finalement elle était arrivée à son niveau d'usure qui fait qu'on n'arrivera pas. Donc la régénération va l'user davantage du coup. Et donc la régénération alors va l'user davantage parce qu'effectivement on fait à chaque régénération c'est un cycle en fait, donc on mange un cycle à chaque fois, mais surtout la régénération va permettre d'arriver au constat que ça sert à rien de s'évertuer. Est-ce que la charge d'égalisation ou la charge de reconditionnement de certains chargeurs permet de régénérer une batterie? Oui. Donc ça c'est... Alors je vais dire oui avec de la nuance. En fait, la charge d'égalisation, tout comme la charge de reconditionnement, en fait, ce sont des mini-régénérations. C'est des charges d'entretien. Ce sont des charges d'entretien. La régénération, c'est une charge lente qui permet de pousser le niveau de recharge beaucoup plus loin que ce qui devrait être. Une charge d'égalisation, en fait, elle a deux intérêts. Le premier, c'est de maintenir la batterie à un niveau de charge. C'est-à-dire que si on laisse le chargeur branché sur la batterie pendant une semaine sans s'en servir, de temps en temps, il va nous faire un petit cycle, alors suivant les modèles de chargeurs, qui va durer 2 heures ou qui va peut-être durer plus longtemps mais qui va uniquement faire des pulses et qui va maintenir la batterie à son état de charge, des impulsions de courant, et qui va maintenir la batterie à son état de charge, donc pour éviter à ce qu'elle fasse de l'autodécharge. Et puis l'autre intérêt de cette charge d'égalisation, c'est de récupérer justement l'excès de sulfatation qu'elle aurait pu avoir au cours de sa vie de son utilisation. Et le principe en fait d'un chargeur qui fait de l'égalisation, c'est que pour une utilisation quotidienne de son engin, tous les jours on fait un cycle de charge, donc voilà, dans des conditions plus ou moins satisfaisantes, et quand on arrive au week-end, on branche son chargeur le vendredi soir, et lui, il est cadencé pour se remettre en route au bout de 10 heures par exemple, pendant lequel il ne s'est rien passé. Donc ça veut dire que tous les week-ends, il va faire des charges d'égalisation qui vont permettre de compenser ce qui ne se serait pas très bien passé pendant la semaine. Ouais, alors moi en autonomie, je préconise une fois par mois. Ouais. Parce que comme on a un usage qui est régulier mais pas forcément très fort, sauf en décembre, sur les installations solaires où on décharge un peu plus pendant la quinzaine de Noël, si on peut faire un cycle d'égalisation une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, parce que parfois en été ça fait beaucoup, c'est pas déconnant. C'est certainement plutôt suffisant. À l'automne. C'est certainement suffisant parce qu'en fait, les conditions d'utilisation ne sont pas du tout les mêmes. Quand on est sur de l'autonome, en règle générale, le principe c'est de surdimensionner les batteries pour éviter de trop les décharger. Et si on est correctement dimensionné avec les panneaux solaires, avec le matériel qui peut ponctuellement recharger les batteries, on se doit de recharger constamment les batteries à leur état maximal. Ils ne sont jamais déconnectés. Ils sont toujours soit un petit peu chargés, soit un peu... Et donc dans ces conditions-là, effectivement, on a si le matériel est bien paramétré, j'entends bien, parce qu'il y a aussi cette problématique-là, si le matériel est bien dimensionné et bien paramétré, cette charge d'égalisation qu'on va faire une fois par mois, c'est quelque part un garde-fou, c'est une sécurité, mais c'est pas un élément absolument nécessaire pour compenser quelque chose qui se serait mal passé, mais qui n'a pas de raison de mal se passer. Le reconditionnement, moi j'ai ça sur un chargeur. Charge de reconditionnement, moi ça m'arrive de l'utiliser quand la batterie est très basse en tension, parce que l'égalisation elle arrive après la charge complète, alors que le reconditionnement va plutôt aider la batterie à remonter. Oui. Alors le reconditionnement en fait c'est un cycle de régénération d'une certaine façon, c'est-à-dire qui est des fois plus court, mais ça dépend des chargeurs, ça dépend du matériel. Donc je ne vais pas me prononcer sur les différents matériels qui existent, surtout sur du matériel qui est utilisé pour les installations autonomes et que je connais moins, mais sur les chargeurs industriels par exemple... sur le CTEC et sur le GIS... sur les CTEC et sur le GIS, il y a ça. Sur nos chargeurs industriels, nos chargeurs d'atelier, moi mon chargeur d'atelier, quand je le mets sur un cycle de reconditionnement, il va durer 4 jours. Donc en fait ça dépend beaucoup du matériel, ça dépend beaucoup des applications, mais le principe il reste le même. Il est que un cycle de charge normal, on va faire monter la batterie à une certaine tension, on va lui appliquer un certain courant pendant un temps relativement court. Un cycle de reconditionnement, on va déjà mettre un seuil de tension qui va être plus élevé.
Par contre, on va lui mettre un courant plus faible et on va durer pendant beaucoup plus longtemps. D'accord. Le principe, c'est ça. Tu crois que c'est pertinent que certains clients achètent eux-mêmes un régénérateur chez eux pour leur batterie? Un régénérateur, pas nécessairement. Je pense à ceux qui ont plusieurs tonnes de batterie à la maison et qui se disent à un moment donné il y aura besoin de régénérer. Ça fait un sacré investissement quand même. Je pense pas parce que c'est un gros investissement. Un régénérateur à proprement parler, c'est pas vraiment du matériel qu'on trouve dans le commerce. Ouais. Donc c'est le risque d'un très gros investissement pour un matériel dont on va pas connaître la fiabilité et dont on va pas nécessairement bien savoir se servir. Ouais. Donc moi je pense que c'est extrêmement risqué. Par contre, à défaut de se doter d'un matériel qui fait de la régénération, et là méfiance sur ce qu'on peut nous vendre dans le commerce, hein, ça fait un peu comme le produit qu'on peut mettre dedans, la poudre de perlimpinpin, on en trouve peut-être sur internet. Moi franchement j'y mets beaucoup de réserves par rapport à ça. Donc sur le fait d'acheter un régénérateur, un appareil qui fait des pulses, je connais pas la fiabilité de ce type de matériel, donc j'aurais aussi un petit peu de réticence. Toi-même, tu en testes des fois quelques-uns ici. Oui, voilà, c'est un peu long. On teste des choses, et puis même moi, je vois bien sur mon matériel, je parle de mon chargeur d'atelier sur lequel je fais des cycles de reconditionnement, je n'arrive pas à faire le même travail avec mon chargeur qui fait du reconditionnement que ce que je fais manuellement dans mon atelier. Oui. Donc faut être... non, je pense qu'il y a une certaine connaissance de son matériel à avoir, et il y a une certaine expérience aussi de ce qu'il faut faire pour pouvoir s'avancer à faire ce genre de travail. La régénération de manière générale, tu penses que c'est plutôt quelque chose d'avenir? C'est quelque chose qui existe depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années? Non, ça existe sans doute depuis beaucoup plus longtemps que ça. Non. Tous les gens qui fabriquent des batteries, qui sont experts en batterie, ils savent faire, ils l'appellent peut-être pas de la régénération, mais ils font ce travail-là, et depuis bien plus que 10, 15 ou 20 ans. Il y a un peu de controverse sur la régénération, donc là je vais parler un petit peu aussi par rapport à l'historique et par rapport à mon expérience. Moi, quand j'ai commencé cette activité-là, il y a un peu plus de 10 ans, il y avait deux ou trois réseaux de franchises qui étaient en train de se créer en France. C'était la poule aux œufs d'or, on allait régénérer 80% des batteries, c'était formidable. Et puis finalement, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que des gens comme moi qui se sont vraiment professionnalisés et qui font un travail, je dirais, un travail technique de base, hein, qui correspond à notre métier. Mais c'est pas une fin en soi, en fait. C'est pas une fin en soi, ça apporte de très bons résultats. On a fait des choses et on continue à faire des choses extrêmement intéressantes. Il y a des clients qui font confiance. Il y a beaucoup d'économies à faire, hein, donc d'économies sur le plan écologique, sur le plan économique. Il y a des choses très intéressantes à faire. Maintenant, dire que c'est un métier d'avenir, en fait, j'en sais absolument rien, parce que d'abord, c'est pas dans l'air du temps. On est quand même dans une société qui est beaucoup plus dans la consommation et le remplacement que dans la réparation. Donc c'est vrai pour la régénération comme pour d'autres métiers. Il y a beaucoup de freins. Je pense qu'on pourrait régénérer énormément de batteries, mais que régénérer et vraiment avoir des bons résultats, soit en seconde utilisation d'une batterie d'un chariot élévateur, par exemple, en seconde utilisation qui pourrait partir sur de l'installation autonome. C'est ce qu'on fait ensemble, hein. Il y aurait des choses extrêmement intéressantes à faire. Il y a beaucoup de batteries qui partent pour être refondues et qui sont encore dans des états très satisfaisants. Donc de façon théorique, dans le principe, oui, il y aurait énormément de choses à faire. Maintenant, sur les choix de société, de modèles de société tels qu'ils existent aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir. Ça restera très marginal. D'accord. Je peux donner un exemple, hein, une image. Je suis allé, dans les débuts de mon activité, je suis allé à une conférence à Nantes sur le lithium.
où on avait des grands chercheurs qui étaient là et qui vantaient les mérites du lithium en disant que c'était vraiment la solution d'avenir, que c'était sensationnel, etc. Je pense qu'ils avaient raison sur le plan purement technique, parce que le lithium amène énormément de... Il y a une capacité énergétique en fait apportée par le lithium qui est sans commune mesure avec le plomb. Après, dans l'application à proprement parler, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients qu'il faut savoir bien regarder, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que le plomb a encore un petit peu de temps de vie devant lui. Et il y a une réflexion qui m'a marqué pendant cette conférence où, pour argumenter sur les bienfaits exceptionnels du lithium, on disait mais les batteries lithium qui vont être utilisées dans les véhicules électriques, par exemple, quand ils seront arrivés en fin de vie dans le véhicule électrique parce qu'ils n'auront plus l'autonomie suffisante, eh bien on sait qu'on pourra les réutiliser et les mettre sur des installations autonomes, par exemple, sur des installations qui ont besoin de moins de rendement énergétique et qui pourront vivre encore pendant un certain nombre d'années. Et moi je rigolais un petit peu dans ma barbe en disant mais si on voulait le faire avec le plomb, on le ferait déjà. Parce que il y a des tonnes et des tonnes de batteries qui s'en vont aux déchets, que ça soit des batteries de matériel de secours, de sécurité, sur des grandes usines, sur des grandes surfaces, des usines, des alimentations de secours, etc., où on met les batteries au rebut au bout de 5 ans, et on les met purement et simplement au rebut, on fait refondre le plomb, et une grande partie de ces batteries-là mériterait juste une phase de test et pourrait repartir en utilisation. Rendu moitié prix. Voilà. Si je souhaite acheter une batterie neuve, tu lèves cette question-là, pour un usage d'autonomie dans l'habitat, parce que ça reste le sujet de la chaîne, et que l'on souhaite la faire régénérer, on sait que si on a mal entretenu la batterie, on aimerait pouvoir la passer sur la régénération. Qu'est-ce que tu conseillerais comme technologie de batterie, comme technologie, et pourquoi? Alors, on va dire qu'il n'y a pas de secret. Pour des installations autonomes, alors j'oublie le lithium. Oui. Je reviens une fois sur j'oublie le lithium dans un autre sujet. Non pas parce que c'est pas bien, mais parce que voilà, ça a ses avantages, ses inconvénients, et que je suis pas un expert du lithium, donc je vais pas me prononcer sur le lithium. Si on s'arrête sur les batteries au plomb, il y a des batteries qui sont conçues spécifiquement pour faire de l'autonomie. Donc faut aller acheter ces batteries-là. Donc les batteries, ces batteries-là, c'est les batteries qu'on appelle OPZS, OPZV. Il y a des variantes à ces batteries-là, notamment chez NR6, qui est notre partenaire en batterie de traction, sur la partie autonomie. Ils ont des batteries qui s'appellent NRCF, ils ont différentes choses, qui sont vraiment des batteries prévues, conçues pour faire de l'autonomie, avec même des variantes entre les gammes, suivant qu'on a une utilisation plus ou moins intensive. Donc je dirais que le point de départ, c'est ça. C'est des batteries tubulaires, celles-là. Alors, ce sont des batteries à plaque tubulaire, ce sont des batteries en éléments de 2 volts, à plaque tubulaire, avec de l'antimoine. Et avec de l'antimoine, voilà, avec des capacités qui sont variables, suivant les modèles, les tailles de batteries qu'on va utiliser. Donc là, on a les conditions idéales. Pour peu qu'on travaille avec un fabricant qui soit fiable, on va avoir ce qui est de meilleur. Une petite différence quand même entre des batteries plomb et des batteries gel. On aura toujours mieux avec des batteries plomb qu'avec des batteries gel. Oui. Ne serait-ce qu'en termes de fragilité, de risque. Des batteries liquides. Sur des mauvaises... Parce que les batteries gel sont aussi des batteries au plomb. Pardon. Tu disais batterie plomb, oui, batterie liquide, batterie liquide, batterie avec acide liquide ou batterie gel. Voilà. Donc effectivement, dans la mesure du possible, privilégier les batteries avec acide liquide, tout en considérant que c'est des batteries qui demandent de l'entretien. C'est ça, il faut pouvoir les entretenir. Qui demandent de l'entretien. Mais quand on s'équipe, quand on a une installation autonome, on ne peut pas passer à côté de l'entretien. Je pense qu'on doit s'approprier son matériel et on doit s'approprier aussi son entretien. Donc pour moi, c'est pas vrai, ça ne devrait pas être réellement une contrainte. Donc, faudrait toujours les batteries gel et les batteries sans entretien, c'est vraiment dans les usages souvent industriels. La batterie est soit inaccessible, soit elle est pas visitée avant longtemps, comme dans les postes de télécom, ou alors en montagne ou dans des véhicules. Dans tous les endroits où il risque d'être renversé, où il y a des contraintes autres liées à l'hydrogène, liées à tout ça, le sans entretien est vraiment intéressant.
Mais dès qu'on peut l'entretenir, il faut privilégier l'entretien. Exactement. Dès qu'on peut l'entretenir, il faut privilégier l'entretien. À la fois pour une raison de coût, parce que je ne sais pas quelle est la différence de prix, mais je pense qu'il y a à peu près 30 le double. Il y a à peu près 30 à 50% de plus sur les batteries, étanches, les batteries sans entretien, et pour des durées de vie et des fragilités supplémentaires. Donc c'est... Si on veut être puriste, c'est moins bien. Ouais. Après, voilà, il y a tout un tas d'avantages qui font qu'on ne va pas critiquer le choix de privilégier ces technologies-là. Dans la lignée, les batteries discount, celles qui sont souvent, d'ailleurs, on en trouve beaucoup au gel, qui sont vendues presque moins cher que les batteries liquides. Alors, les batteries discount, effectivement... on en trouve quelques-unes en ce moment, ça vient de plus en plus sur Internet. On en a parlé un petit peu. Il y a un critère qui doit nous alerter, c'est le prix. C'est-à-dire que c'est le prix bas. C'est-à-dire que si je compare une de ces batteries monobloc, gel, AGM, qui nous donne des capacités techniques exceptionnelles avec des superbes courbes de durée de vie, etc., mais qui sont vendues 50% du prix de ce qu'on connaît aujourd'hui sur des marques réputées, il faut on doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. Donc moi je pense que c'est extrêmement risqué parce qu'à la limite si ça nous coûte 50% du prix et qu'on a 50% de l'efficacité, on n'a rien gagné mais on n'a rien perdu non plus. Mais à partir du moment où il y a un problème de fiabilité entre la typologie de la batterie et le prix qui est indiqué, on peut tout imaginer. Donc je pense que c'est un gros risque que d'aller vers ce genre de batterie. Surtout sur une installation qui doit durer notre vie entière. Ouais, surtout sur une installation qui doit durer longtemps. Si on est autonome à vie, mais pour ceux qui sont autonomes au moins 4-5 ans. Après, dans le choix des batteries, il y a un aspect économique qui est à voir. Ce que je disais, c'est qu'une batterie, l'idéal, c'est de prendre une batterie au PZS ou une batterie d'une technologie identique avec quelques variantes. On peut aujourd'hui utiliser dans une installation des batteries un peu différentes. On met des batteries de traction. Les batteries que je te fournis sont souvent des batteries de traction à plaque tubulaire. Donc c'est pas des batteries qui sont spécifiquement faites pour être sur des systèmes comme ça avec des faibles taux de décharge qui sont faites en fait pour rester chargées pratiquement en permanence. C'est pas tout à fait pour ça qu'elles sont prévues. Donc elles sont pas nécessairement garanties pour ça. Par contre, elles ont la technologie, elles ont la résistance, la solidité et elles sont capables de le faire sans aucun problème. Et en général, elles sont moins chères. Donc ça peut mériter d'y réfléchir. On va aller voir l'atelier ? On va aller voir l'atelier. Donc on va aller vers l'endroit précis où on triture un petit peu nos batteries. Donc cet espace-là, en fait, on l'a séparé en deux. On a de ce côté-ci les machines qui permettent de régénérer les batteries. Ici, nos machines, nos bancs de test. Donc, le banc de test, c'est un appareil qui est d'une utilisation très simple en fait. Il suffit, en branchant la batterie dessus, de déterminer un courant, le courant constant que l'on va demander aux batteries. Le courant constant qu'on va demander aux batteries pour les décharger. On va indiquer des valeurs limites qu'on veut faire respecter. Donc on indique le courant de décharge qu'on veut faire tenir sur la durée, qui est un courant constant. On met des valeurs limites de tension ou de temps. Et une fois qu'on a lancé le processus de test de la batterie, de décharge, eh bien on arrive à un résultat à la fin qui nous dit combien d'ampères-heure la batterie a été capable de délivrer. Et on compare cette capacité réelle avec la capacité théorique de la batterie. Et c'est ça qui nous permet de dire quel est notre pourcentage de capacité réelle et de dire si la batterie est considérée comme viable ou pas. L'appareil qui fait du bruit là. Alors ces appareils-là, donc ce sont les appareils qui servent à faire la régénération des batteries. Donc on peut considérer que ce sont des superchargeurs. On va régler manuellement quand on branche les batteries. Donc dans la salle à côté qu'on va voir après, quand on branche les batteries, on va régler manuellement le courant. La tension, elle, se met en automatique, se règle toute seule. C'est la tension des batteries en fait qui va déterminer la tension de l'appareil. Et dans tous les cas, quand on recharge des batteries, c'est la même chose. On a une tension de départ de la batterie et quand on envoie du courant dessus, on fait monter la tension de cette batterie jusqu'à un certain point. Et c'est la tension de la batterie en fait qui détermine la tension de l'appareil.
Donc on détermine un courant et puis on va laisser travailler la machine pendant un certain temps de cette façon-là. Donc ici on a plusieurs machines qui nous permettent de brancher plusieurs batteries ou plusieurs lots de batteries en même temps. Et quand on arrive, donc voilà, les batteries sont branchées dans la pièce qui est à côté, sur lequel il y a un petit peu de dégagement gazeux. Donc en général, on reste pas longtemps dans cette pièce-là. On va brancher, donc on est ici par exemple en sortie d'une machine. On est ici sur une grosse batterie de chariot élévateur de 48 volts, 775 ampères-heure en capacité nominale. Donc la batterie est en cours de régénération, elle est branchée sur la machine là-bas et on va la surveiller pendant tout son cycle de régénération pour voir comment elle évolue et jusqu'à quel point les densités d'acide vont pouvoir remonter. On a ça sur le suivi de la fiche. Et on a donc une fiche de suivi qui nous permet de voir comment a évolué la batterie. Donc là, par exemple, je suis sur une batterie sur laquelle on a déjà fait 2 cycles. On a fait un premier cycle le 1er décembre. C'est des batteries qui sont très grosses. Mes machines sont limitées en courant. Je ne peux pas envoyer plus de 20 ampères. Donc sur des grosses batteries comme ça, le cycle il dure un certain temps. Je n'hésite pas à laisser une semaine, voire plus d'une semaine. On a fait un premier cycle sur lequel on a eu une capacité résiduelle de 562 ampères-heure pour une durée de test qui a duré 3h44. Donc ça veut dire que grosso modo, là, si on refait le calcul, je dois être à 70% de capacité à peu près. On a fait un deuxième test où là, donc on prend les tensions, les densités. Les densités sont bien remontées. Je suis partout sur des densités qui sont au maximum de ce qu'elles doivent être. Et j'arrive au final à un résultat de 3h58, 595. Donc en clair, si je voulais analyser le résultat de cette batterie-là, c'est qu'on n'a pas gagné grand-chose entre les 2 cycles. On a gagné un petit peu en densité, on a gagné un tout petit peu en termes de capacité. Je pourrais refaire un 3e cycle derrière, je regagnerais peut-être un petit peu, mais à mon avis pas beaucoup. Donc clairement, concrètement, cette batterie-là, il faut maintenant que je décide si je la valide, si elle est utilisable pour repartir en fonctionnement chez un client ou si je considère qu'elle est trop faible. Je suis à 79% de capacité ici. Donc ça veut dire qu'à 79% de capacité, si je veux être extrêmement rigoureux, je ne valide pas cette batterie. Ce que je vais faire concrètement, c'est que cette batterie, je peux la valider, mais seulement pour le cas où le client a une utilisation pas intensive. Parce que si je renvoie cette batterie-là sur une utilisation intensive, le client il va bien s'en servir pendant 6 mois, 1 an, et puis au bout d'1 an, en fait, il va avoir reperdu un petit peu de capacité et il risque de se retrouver encore à la limite. Donc il n'a aucun intérêt à reprendre une batterie d'occasion qui va lui durer un certain temps, c'est sûr, mais il ne va pas avoir un vrai gain économique et en plus, il va avoir un temps d'utilisation qui va être plus limité. Par contre, cette même batterie, je la mets chez un client qui s'en sert 2 heures par jour. Je suis assuré que si je retourne 5 ans après, même s'il utilise sa batterie s'il utilise sa batterie dans de bonnes conditions, si je reviens 5 ans après, la batterie, elle sera encore complètement fonctionnelle.